La crise des éleveurs, la crise de la justice aussi, et puis la primaire de la droite et du centre. Eh bien, c'est avec Jean-Christophe Lagarde ce matin, le président de l'UDI et qui est aussi député maire de Drancy, qu'on va en parler dans les studios du Figaro. Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, la crise des éleveurs, elle dure. Il y a le ministre de l'Agriculture qui était à Bruxelles hier, qui est revenu un peu bredouille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait alors que la crise est grave? D'abord, la crise est grave, elle est même dramatique. Il y a des agriculteurs qui sont en train de perdre leur travail, de perdre leur temps quand ils travaillent parce qu'ils perdent de l'argent et de fermer leurs exploitations. Il y en a même qui se suicident. La faute à la France? Et évidemment. C'est pas uniquement la faute à... Parce que Valls avait renvoyé la faute à l'Europe la semaine dernière. C'est François Hollande. Ouais. François Hollande qui fait un remaniement dont on connaît, je préfère même plus commenter tellement c'était lamentable. Oui, mais le seul ministre qui aurait dû changer, c'était le ministre de l'Agriculture, parce qu'il se trouve que lui, il n'arrive même plus à parler avec les agriculteurs, avec ceux qu'il est censé gérer. Et le président de la République prend prétexte de son intervention télévisée pour dire, vous allez voir, il va se passer quelque chose à Bruxelles la semaine prochaine, le 15. Et il se passe rien. Et il se passe rien. Mais pourquoi il se passe rien? Parce qu'il n'y a pas de crise agricole européenne. Il y a une crise agricole française. Quelles sont les deux mesures qu'il faudrait prendre en France? Pardon de le dire comme ça, mais l'agriculture espagnole, l'agriculture allemande, avec les mêmes règles, les mêmes contraintes, la même monnaie, elle fonctionne, elle s'en sort. C'est donc qu'il y a une crise française et c'est donc du gouvernement français qu'on attend une solution. Ça relève de quoi? Et la solution, elle est en réalité, comment dirais-je, à mon avis radicale, celle qui est nécessaire, c'est de transférer les charges sociales, les cotisations sociales, le système social des agriculteurs sur les citadins. Nous attendons de nos agriculteurs d'avoir une alimentation saine, d'être autonomes alimentairement et d'organiser l'espace rural. L'aménagement du territoire, ça justifierait que nous acceptions, et la simplification des normes. Alors là, quand j'entends... On dit justement que les parlementaires sont plus royalistes que le roi. Pas du tout. Au sens où les directives européennes et tout, et que nous, on en rajoute. Mais c'est justement, ce ne sont pas les parlementaires. Lorsque le gouvernement prend une directive européenne et la transpose, c'était le cas, je crois, en juin 2013, dans la norme française, ils rajoutent des normes françaises. Les Allemands ne font pas ça. Et donc, on a besoin de dénormaliser et de prendre en charge la protection sociale des agriculteurs, qui sont de moins en moins nombreux, mais qui ont besoin, pour le compte, d'être à égalité de concurrence avec leurs partenaires européens. Là, nous pouvons le faire dans notre consommation. Une faute de gouvernement. Une crise de la justice. C'est même pas une faute, c'est une carence, une absence. Une crise de la justice à laquelle, hier, vous avez assisté en qualité de témoin, parce qu'au tribunal de Bobigny, on s'inquiète. Eh bien, justement, du manque de moyens, on est débordé. Cette crise de la justice, dépassons Bobigny, parce que c'était votre circonscription. On la connaît, elle est récurrente, il n'y a pas de moyens, il y a de plus en plus d'affaires, judiciarisation de la société. Est-ce que Taubira a une responsabilité là-dedans ou ça lui est bien antérieur? Elle a beaucoup de responsabilités, mais franchement, c'est quelque chose d'antérieur. Ça fait 14 ans que j'ai l'honneur d'être député de cette circonscription, d'intervenir sur les sujets de la justice. Ça fait 14 ans qu'on répète la même chose. La France consacre 2 fois moins d'argent à sa justice que le reste de ses partenaires européens. Il y a 2 fois moins, par exemple, de juges d'instruction et de procureurs en France que dans les autres pays européens. Évidemment que ça ne peut pas marcher. Donc il faut augmenter le budget de la justice. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut faire des économies ailleurs. Il faut le doubler, mais oui, mais attendez. L'État doit d'abord... 7 milliards d'euros, l'État doit d'abord se concentrer sur ses missions régaliennes. Si l'État ne s'occupe pas de la justice, qui va le faire? Dans le domaine de l'intervention économique, de la formation, on peut considérer que l'État peut passer le relais à un certain nombre, mais pas dans la justice, pas dans la police. Et ce qui est parfaitement scandaleux, c'est qu'on n'arrive même plus dans certains tribunaux, non seulement à juger les délinquants, mais également à prononcer des divorces avant 15 mois, 20 mois, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Le premier rendez-vous, c'est à 20 mois. D'échéance de nationalité, je vous ai entendu dire que les sénateurs UDI ne sont pas tellement partisans pour reconsidérer complètement le texte au Sénat. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Vous avez vu que le groupe UDI à l'Assemblée nationale Vous avez voté quasiment comme un seul homme. Le groupe à l'Assemblée nationale a voté 25 voix sur 29, 25 voix sur 29 pour la déchéance de nationalité pour tous les Français terroristes, c'est-à-dire en clair, pour sortir de la nation ceux qui nous détestent, qui nous renient, qui nous haïssent. Mais pour aller au fond des choses, la seule condition qu'on y met, la condition absolue, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre les Français. C'est pas un mononational ou un binational. Tous les Français, on regarde le terroriste, on regarde pas ce qu'étaient ses parents.
Pardon ? Vous faites des apatrides. Oui, et alors ? Ça concerne une poignée de personnes, ça leur ouvre des droits, et franchement, est-ce que la nation française doit se faire imposer la présence dans la famille nationale de gens qui rejettent cette famille et qui veulent la détruire ? Ma réponse est non. Donc au Sénat, vous jouerez le jeu pour que ce texte finalement aboutisse. Ou, à votre avis, comment François Hollande aura les 3/5, une majorité des 3/5 Alors d'abord, pour ce qui concerne l'UDI, les sénateurs en débattront naturellement. Moi, je les invite et j'essaierai de les convaincre qu'on doit adopter cette réforme. Parce qu'on ne peut pas en même temps, le 16 novembre, à Versailles, tout le Parlement en congrès, se lever, applaudir et dire la nation sera déterminée et répondra aux attaques que nous venons de subir de façon unitaire, et puis ensuite se déchirer sur ça. D'accord. Vous avez suivi, j'imagine, le Conseil national des Républicains. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je ne l'ai pas trop suivi pour tout vous dire. D'accord. J'ai vu qu'il y a des débats chez les Républicains, c'est bien normal, on approche d'une échéance. Il y a quand même des expressions comme celle de M. Châtel qui m'ont surpris. Laquelle ? Celle sur le gaz de schiste et les OGM ? Bien sûr. Être le parti de l'innovation, c'est pas être le parti de la régression. Ouais. Le gaz de schiste, c'est une régression. En 2011, ce sont les Républicains eux-mêmes qui ont voté une loi interdisant l'exploitation du gaz de schiste parce qu'aujourd'hui, ça créerait des dégâts environnementaux considérables, irréparables. Nous sommes, et nous n'avons jamais changé. C'est Morizet qui a été très en avant là-dessus. Oui. Nous sommes, et nous avons, je crois même l'avoir exprimé dans ces studios il y a quelques mois, nous sommes pour qu'on recherche, s'il y a moyen d'exploiter le gaz de schiste sans détruire l'environnement, tant mieux, mais en attendant, on n'y touche pas. Et d'ailleurs, on voit que les États-Unis commencent à avoir les premiers soubresauts. Ça leur a créé de la croissance économique momentanée, mais les dégâts environnementaux, ils ne seront pas momentanés. Sur les OGM ? Et sur les OGM, de la même façon, on doit avancer avec la plus grande prudence, entre guillemets, mesurer l'impact environnemental. Jusqu'à présent, la position de la France, la nôtre en tout cas, c'est qu'on évite les OGM. Je ne dis pas la même chose sur les biotechnologies, parce que sur un certain nombre de biotechnologies, on peut assurer... Vous savez, en réalité, tout ce qui innove est moderne et en même temps préserve notre environnement, ne détruit pas notre avenir, est le bienvenu, et tout le reste doit être écarté. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, Fillon, Sarkozy aussi et d'autres, qui disent qu'il faudrait remplacer dans la Constitution le principe de précaution par le principe d'innovation ? Moi, je suis très à l'aise avec ça parce que je n'ai pas voté le principe de précaution dans la Constitution, contrairement à ceux qui aujourd'hui... Vous devrez revenir en arrière. Ouais. C'est extraordinaire. Ce sont ceux qui l'ont voté, qui disent aujourd'hui « nous nous sommes trompés ». Non, j'avais dénoncé ça parce que je pense que l'innovation est nécessaire dans une société et qu'à l'inverse, on ne doit pas innover pour innover et faire n'importe quoi. Je le disais sur le gaz de schiste, détruire notre environnement, c'est-à-dire la terre qu'on va laisser à nos enfants, juste pour la croissance d'aujourd'hui, de quelques instants, c'est irresponsable. Et moi, nous nous opposerons à ce type de démarche. Donc c'est une déclaration très malheureuse de la part de Luc Châtel. Oui, je pense qu'il a raison. C'est propre à susciter quelques frictions entre vous et... Il y a deux partis politiques, il y a donc des idées différentes. Ouais. Nous sommes capables, en tout cas, je l'espère, de pouvoir proposer des alternances politiques ensemble, mais en conservant nos différences. Et ça, c'est une différence sur laquelle nous ne reviendrons pas. Le parti de Jean-Louis Borloo, le parti du Grenelle de l'environnement, le parti de Chantal Joanneau, c'est pas un parti fait pour détruire l'environnement au profit de la croissance. Ça ne veut pas dire, et au contraire, que l'innovation est antinomique de la croissance. On a, notamment dans la croissance verte, des chantiers énormes à ouvrir avec nos partenaires européens. Vous pensez franchement qu'au moment où on parle de la COP21 et on signe la COP21, il n'y a pas une hyper technologie à développer dans la transition énergétique, ce qui nous permet à la fois d'être plus autonomes, d'être plus indépendants vis-à-vis des pays du Moyen-Orient ou de la Russie, et en même temps d'exporter une technologie. On a su le faire avec Ariane et avec Airbus, on ne saurait pas le faire sur la production d'énergie propre ? Alors c'est peut-être une raison pour laquelle vous pourriez vous présenter à la primaire de la droite et du centre. Écoutez, la primaire, c'est un outil. Et moi, je suis assez surpris, et c'est ça que j'ai pensé surtout ce week-end. Ça me donne l'impression d'un casting. Or, la question que je pose, que nous posons, nous, pays, c'est quelles sont les bonnes façons de pratiquer une alternance politique. Si c'est pour se retrouver derrière la théorie française, va y avoir un sauveur, et puis la majorité va décliner ce qu'il dit. Moi, je n'y crois pas. Il n'y a pas de sauveur en France. Et le culte du sauveur, c'est pas ça. Comment est-ce qu'on construit demain une majorité qui puisse faire vivre aux Français une alternance, un changement efficace ? Ça fait 35 ans qu'il y a des alternances dans notre pays, 8 alternances successives, et rien ne va mieux. Donc la question n'est pas de savoir qui, tel ou tel, la question est de savoir d'abord comment on construit une majorité portant un projet, des idées, des innovations et, de mon point de vue, la reconstruction d'un modèle économique et social qui soit conforme au monde d'aujourd'hui et pas périmé comme l'est le nôtre.
C'est le 20 mars que vous décidez au congrès de l'UDI? Oui, bien sûr, il y aura un vote de tous les militants. Il y aura un vote, ouais. Ce débat a cours dans les fédérations. J'étais à Lyon la semaine dernière. Et ça, le 20 mars, on saura s'il y a un candidat à la primaire. On saura d'abord s'il y a des conditions qui permettent d'avoir une primaire. Pour l'instant, ce n'est pas la primaire de la droite et du centre dont vous parlez, c'est la primaire de la droite. Et la question, c'est est-ce que les militants choisissent que nous allions dans cette primaire? Mais pour ça, il faut 3 conditions, me semble-t-il. D'abord, qu'on soit d'accord sur quelques priorités, c'est la moindre des choses. La deuxième chose, sur un pacte de gouvernance, l'indépendance des partis politiques, le refus de l'accord avec l'extrême droite, et puis d'assumer nos divergences quand elles existent. Et la troisième, c'est qu'il qu'il y ait un équilibre dans cette majorité, parce que si c'est pour recommencer ce qu'on a connu de 2002 à 2012, un seul parti dirige tout et n'écoute jamais les autres, ça a conduit à l'échec. Moi, je ne veux pas d'une alternance qui conduise à l'échec ensuite. Si d'aventure il n'y avait pas un candidat de l'UDI à ce scrutin, est-ce qu'il y aurait un candidat de toute manière à la présidentielle? Eh bien, dans ces cas-là, il faudra que nous portions les idées du centre, évidemment, devant les Français. Vous savez, finalement, notre famille politique, si on exclut les extrêmes, c'est la seule qui n'a pas gouverné la France depuis 35 ans. On a des choses à dire. Depuis Giscard d'Estaing. Et nous, on n'a pas échoué, depuis Giscard d'Estaing. Et nous, on n'a pas échoué. C'était le talk de Jean-Christophe Lagarde qui nous a dit bien que le 20 mars serait décidé effectivement une participation ou non à la primaire de la droite et du centre. Pour le moment, c'est plutôt une primaire de la droite. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, eh bien, il pourrait aller directement représenter le drapeau du centre à l'élection présidentielle. Par ailleurs, eh bien, il demande aux sénateurs UDI, en tous les cas, ils le souhaitent, de ne pas faire trop d'obstacles à l'adoption de la déchéance de nationalité pour tous, en cas de terrorisme et évidemment de condamnation. Par ailleurs, Jean-Christophe Lagarde regrette énormément l'immobilisme de la France et du gouvernement français sur le dossier agricole et des éleveurs notamment. Merci Jean-Christophe Lagarde. Merci.